Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous. On va aborder dans cette séquence un volet, on va dire, technologique qui va nous être présenté par Sandrine pour voir globalement comment l'innovation Ah, a transformé l'industrie nautique. Sandrine, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cet environnement virtuel incroyable. Depuis hier, nous assistons à des échanges passionnants autour de la navigation et de ses enjeux. Et maintenant, j'aimerais que nous nous intéressions à ce que la navigation pourrait être en fait. Je vais donc vous présenter ces innovations qui promettent de transformer l'industrie nautique. C'est parti. Alors, comment prendre la mer au XXIe siècle? La navigation est l'une des plus grandes épopées humaines. Elle est synonyme d'exploration, d'aventure, de survie parfois, mais aussi d'innovation. De tout temps, naviguer a été précieux pour le développement de l'humanité. De nos jours, quelles innovations contribuent au renouveau de la navigation? Des expérimentations d'IBM sur son bateau autonome à l'hydrogène vert, que l'on présente déjà comme l'énergie de demain. D'ailleurs, j'ai vu juste avant beaucoup de choses parler de l'hydrogène vert. Donc, on sent vraiment que c'est quelque chose de très important. L'histoire de la navigation s'écrit aujourd'hui à l'aune d'une nouvelle ère qui mêle technologie et enjeux durables. On va parler nouvelles énergies, nouvelles propulsions, nouvelles technologies évidemment, mais aussi nouveaux designs et nouveaux matériaux. Et à travers l'analyse des grandes innovations actuelles, nous ferons le point sur les avancées technologiques structurantes et leur impact évidemment sur l'industrie nautique. Alors nous allons commencer avec les nouvelles énergies. Nouvelles énergies, évidemment, l'hydrogène vert. Alors 2020 est une année pivot. J'ai repris cette citation auprès de Pierre-Franck Chevet qui dit que 2020 est la première année où les montants alloués pour la transition énergétique sont supérieurs à ceux destinés au secteur du pétrole et du gaz. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu 500 milliards d'euros investis dans la transition, que ce soit en matière d'énergie renouvelable, d'énergie électrique, d'électrification du chauffage, de l'hydrogène évidemment. On fera un petit distinguo d'ailleurs entre l'hydrogène vert et l'hydrogène gris. Et globalement, les technologies de capture et de stockage du carbone et celles qui concernent le stockage de l'énergie. À titre de comparaison, on a investi 400 milliards dans le pétrole et le gaz, donc un petit peu moins. L'hydrogène vert pour commencer. Alors pourquoi c'est une technologie de rupture? Déjà, c'est une énergie qui est simple à produire et qui est propre si c'est de l'hydrogène vert. Il brûle sans émettre de carbone, il est dense en énergie, ce qui lui permet de stocker de l'énergie à partir de sources renouvelables, y compris par intermittence. Et c'est un substitut au combustible fossile parce qu'on peut l'utiliser en fait pour fabriquer des carburants synthétiques liquides qui peuvent remplacer l'essence ou le diesel. Alors, comment ça fonctionne, l'hydrogène vert? Là, je vais passer vite parce que je crois que les personnes avant l'ont un petit peu expliqué, mais en gros, aujourd'hui, on peut vraiment produire de l'hydrogène de différentes manières. L'une des plus prometteuses, c'est le système par électrolyse, c'est-à-dire qu'on décompose de l'eau, donc de l'eau H2O, à l'aide d'un courant électrique pour obtenir d'un côté du dioxygène et de l'autre de l'hydrogène. Et ensuite, l'hydrogène, il est stocké dans une pile à combustible et il va servir de combustible avec l'oxygène. Typiquement, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans la voiture à hydrogène, par exemple, ou dans les bus à hydrogène. Le problème de l'hydrogène actuellement, c'est que 95% de l'hydrogène produit est gris, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire issu de gaz naturel. Donc, on n'est pas encore sur de l'hydrogène vert qui est produit à partir de ressources renouvelables. L'hydrogène vert ne représente que 5% de la production. Donc, c'est très, très important maintenant de le développer de manière à ce qu'il soit bon marché pour pouvoir en fait effectuer son passage à l'échelle. On a beaucoup de cas d'usage de cette nouvelle énergie. Alors, dans les transports, évidemment, on commence à déployer sur le territoire français depuis quelques années, quelques mois, des bus à hydrogène. Je pense aux bus hydrogène de Pau. Il y a également des bus dans les Hauts-de-France. Dans le bâtiment également, beaucoup de construction s'intéresse à cette source d'énergie pour ces chantiers. Et demain, peut-être, l'avion à hydrogène. Airbus a déposé un brevet et il mise sur l'hydrogène pour développer sa gamme d'avions propres. C'est une énergie qui a le vent en poupe, on pourrait dire. En Europe, 14 pays ont inclus l'hydrogène dans leur plan de relance.
l'Allemagne, la France et l'Union européenne ont chacune débloqué des milliards d'euros d'investissements pour stimuler la recherche et le développement. En France, Engie construit actuellement des réseaux de production d'hydrogène. Et on a eu un plan hydrogène du gouvernement qui a été détaillé en septembre dernier, qui prévoit d'injecter 7,2 milliards d'euros dans le développement de l'hydrogène d'ici 2030. Donc en fait, l'hydrogène, on sent que c'est vraiment une énergie d'avenir sur laquelle à peu près tout le monde mise actuellement. Il y a une véritable course, une véritable frénésie en fait pour développer et surtout passer à l'échelle la production et la distribution d'hydrogène. C'est pas pour rien, c'est parce que les piles à combustible, donc ce dans quoi l'hydrogène est utilisé, ont un véritable pouvoir de stockage d'électricité qui est supérieur aux batteries lithium. Et donc, elles permettraient de résoudre bien des problèmes en matière de transition énergétique. Quel impact maintenant pour le secteur nautique? Eh bien, on commence à voir les premières applications de l'hydrogène. Je pense à deux bateaux en particulier dont j'avais envie de vous parler. L'Innova 40, que vous avez dû en entendre parler. C'est le premier bateau de plaisance à l'hydrogène vert. Il devrait être commercialisé cette année. Et donc, il a été conçu et fabriqué à Marseille. Actuellement, ce bateau, donc, il est prévu qu'il soit mis en vente à partir de cette année, commercialisé cette année. Il a une autonomie de 5h30 et il peut aller à la vitesse maximale de 8 nœuds. Il y a un autre bateau qui n'est pas encore disponible, mais qui devrait l'être à partir de 2023, c'est le navire Hylas, dans le golfe du Morbihan. Il devrait transporter 150 à 200 passagers et il devrait être propulsé à l'hydrogène, donc n'émettre aucune pollution. Donc l'hydrogène, on le voit, c'est vraiment une énergie d'avenir. Il y a quand même d'autres innovations. Et là, on va parler des batteries lithium. Les batteries lithium, on en a tous, on les connaît tous. Elles alimentent nos téléphones portables. Si vous avez une voiture électrique, elles peuvent également alimenter votre véhicule électrique. Donc ça, c'était ce qu'on connaissait déjà, c'était les batteries lithium-ion qui équipent déjà donc les véhicules et les smartphones. Aujourd'hui, on voit arriver des batteries lithium-métal avec une promesse: augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique de 80% et être rechargé beaucoup plus rapidement. Il y a d'ailleurs des premières expérimentations qui sont menées. Il y a une start-up qui s'appelle QuantumScape qui développe des batteries comme ça, nouvelle génération. Elle a signé un accord avec Volkswagen pour équiper les futurs modèles de véhicules électriques de la marque avec cette batterie. Et on devrait avoir les véhicules électriques équipés de ces nouvelles batteries d'ici 2025. Notre innovation prometteuse, c'est la batterie lithium-soufre. Elle est moins chère et moins polluante que les batteries lithium-ion. Elle permettrait également d'augmenter sensiblement l'autonomie des smartphones et des véhicules propres, voire de faire voler des avions électriques. Parce que oui, on a beaucoup parlé de l'hydrogène, mais il y a aussi les avions électriques qui fonctionneraient aux batteries encore. Il y a une entreprise qui s'appelle Oxys Energy qui s'est associée à Texas Aircraft Manufacturing pour développer l'e-Colt. Alors l'e-Colt, je vous ai mis une petite image ici. C'est le pendant en fait d'un avion qui existe déjà qui s'appelle le Colt, et donc l'e-Colt pour la version électrique. Et donc l'idée en fait ce serait avec cet avion d'avoir un avion 100% électrique équipé d'un pack de batterie lithium-soufre à haute densité de 90 kWh. Toujours dans les batteries, parce qu'on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'émulation dans les batteries, dans la recherche autour de ces sources d'énergie, il y a également les batteries sodium-ion. C'est une alternative prometteuse parce que la batterie sodium-ion s'appuie sur des sels de sodium qui ont deux avantages. Ils sont bon marché et ils sont présents en abondance sur Terre et dans les mers. Et donc, cette batterie sodium-ion pourrait commencer à rivaliser avec la batterie au lithium. Il y a une équipe de chercheurs américains qui est même parvenue à un niveau de performance égal pour les deux dispositifs. Donc là, on en est encore au stade du laboratoire, mais si on arrive à transformer l'essai et à passer cette batterie sodium-ion au niveau industriel, ce serait vraiment très, très intéressant, notamment au niveau financier. Parmi les nouvelles énergies, alors on n'est pas totalement dans une nouvelle énergie, mais on est dans une nouvelle ère des biocarburants. Les biocarburants, on en parle depuis quelques années maintenant. Là, aujourd'hui, on
biocarburants de deuxième génération, c'est-à-dire ce sont des biocarburants issus des déchets de l'agriculture, l'industrie forestière. Ils pourraient avoir des applications dans tous les types de transports, routiers, maritimes et aériens. Et donc, je me suis permise de reprendre une citation de Stéphane Cueil, directeur recherche et technologie du groupe Safran. Donc, nous estimons qu'à l'horizon 2050, les biocarburants de deuxième génération seront disponibles en quantité suffisante pour le transport aérien. Le transport terrestre peut basculer vers les batteries et les piles à combustible, pas l'aviation. Donc oui, il faudra des arbitrages. Une manière de dire que effectivement tous les secteurs en fait du transport, les différents domaines sont en train de se précipiter sur certaines énergies et qu'à un moment, mais il faudra bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc si on arrive à développer de front l'hydrogène vers les biocarburants et les différentes piles, pardon, les batteries, pas les piles, les batteries que je vous évoquais tout à l'heure, a priori on pourrait couvrir quand même l'ensemble du secteur des transports. Juste pour vous expliquer un petit peu ce qui existe actuellement, il existe 3 types de biocarburants. Donc, il y a ceux à base d'huile végétale et d'huile recyclée. Il y a ceux à base de déchets urbains, donc les résidus agricoles. Et il y a également ceux qui sont obtenus par la fermentation du sucre, du maïs ou de betterave. C'est une innovation, je vous expliquais, qu'on connaît et qu'on suit depuis plusieurs années, qui est un petit peu lente à décoller quand même. Il faut remonter à 2009 pour avoir le premier vol avec du kérosène synthétique durable, fait par KLM. Donc, on est 12 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Eh bien, la Formule 1 devrait mettre un biocarburant au banc d'essai. C'est-à-dire que la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, a publié un communiqué en début d'année pour dire que les monoplaces de Formule 1 rouleront bientôt au carburant 100% renouvelable, c'est-à-dire exclusivement raffiné à partir de déchets organiques. Le but de la FIA, c'est de rendre obligatoire l'utilisation de carburant 100% renouvelable en F1 lors de l'introduction des nouveaux moteurs qui sont prévus en 2026 au plus tard. Donc autant dire demain, ça va très très vite, ça accélère fortement. Maintenant, j'aimerais vous parler des nouvelles propulsions, des choses qu'on a pu observer ces derniers mois. Alors, on a vu avec Airbus des propulseurs amovibles. Donc, ça, c'est l'avion d'Airbus, l'avion électrique, l'avion du futur, celui qui serait zéro émission. Outre que c'est un avion qui serait propre, et c'est sa première promesse, il y a aussi des aménagements qui sont faits au niveau de la propulsion. Donc, les pistes explorées par Airbus pour cet avion, ce serait d'avoir 6 pods logés sous l'aile de l'avion. Et donc, chacun de ces 6 pods contiendrait des piles à combustible et des réservoirs d'hydrogène liquide. Donc, c'est ici que serait située l'énergie. Il serait également amovible, un système en fait qui permettrait de démonter rapidement les pods, de faciliter également le travail de maintenance, également de faciliter le travail de ravitaillement en hydrogène dans les aéroports. Cet avion, il innove aussi avec sa nacelle à 8 pales. L'idée, ce serait de fournir une poussée supplémentaire pendant les phases de décollage et de montée en vol. Donc, ce serait un système de propulsion des nacelles qui comprendrait une hélice, des moteurs électriques, des réservoirs de carburant, de l'électronique, des réservoirs d'hydrogène liquide, un système de refroidissement, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations aussi qui pourraient être dupliquées et qui pourraient également inspirer d'autres secteurs des transports. Maintenant, pour reparler un petit peu du secteur maritime, du secteur nautique, j'avais envie de vous partager cette innovation qui a été pensée par l'Ifremer et Bluefin. C'est une propulsion qui est inspirée des baleines. En fait, donc l'Ifremer et la start-up bretonne Bluefin ont développé ce mécanisme qui ressemble un petit peu aux nageoires de baleine et qui utilise l'énergie de la houle en fait pour aider à la propulsion des gros navires. Alors, la taille du foil en verre, elle s'adapte à celle du navire. Et donc, elle pourrait même atteindre 25 mètres de long sur 10 mètres de large pour un bateau de 300 mètres, par exemple. Et concrètement, comme vous le voyez, le foil est attaché à un grand bras articulé. Et ce bras serait animé par les vagues. Plus le mouvement serait important, plus il serait capable de générer d'énergie utile au navire pour avancer. Il s'agirait de proposer une énergie supplémentaire, évidemment. Ce n'est pas le système de propulsion principal. Et donc, je vous ai mis la citation d'Olivier Giusti, l'architecte naval à la tête de Bluefin,
L'idée est de réduire la consommation des gros navires en leur adjoignant un dispositif qui permet de récupérer l'énergie des vagues pour la transformer en propulsion auxiliaire pour le bateau. Donc, ce mécanisme serait en mesure de réduire la consommation des navires en carburant de 20 à 30%. Et une commercialisation est envisagée d'ici à 2023. Enfin, je voulais dans ces nouveaux systèmes de propulsion, j'avais envie de vous montrer également le Windelo 50. J'espère que je le prononce bien, mais c'est un catamaran qui a été pensé de manière éco-responsable. Il a été présenté au début de l'année, même il y a quelques mois. Il a été mis à l'eau en février dernier. Et donc, il repose sur des systèmes de propulsion électrique, des panneaux solaires. Il peut fonctionner sous générateur. Et il a également la particularité d'être conçu en matériaux éco-composites, en fibre de basalte notamment. Son petit nom, c'est Hakuna Matata, et il devrait être disponible pour des essais en mer au printemps et à l'été de cette année. Donc vous voyez, il y a une réelle accélération des innovations pour tout le secteur nautique, à la fois au niveau des énergies. On sait que un des gros enjeux, évidemment, pour tout le secteur du transport, que ce soit le secteur nautique, mais également pour la route, pour les airs, on a beaucoup vu d'avions au cours de cette présentation. Ce sont les enjeux durables, en fait. Comment on fait pour rouler, naviguer ou voler plus propre? Donc voilà, ce catamaran on est la parfaite illustration. On expérimente encore des choses. On en est encore au stade, on essaie de voir si ça fonctionne, et puis après, on le dupliquera, on passera à l'échelle. Donc ça, c'est vraiment pour la partie enjeu durable. Mais il y a quand même une grosse partie que l'on va voir à présent qui concerne les nouvelles technologies, et notamment les nouvelles aides au pilotage. On le voit, les navires embarquent toujours plus de nouvelles technologies. On va parler d'intelligence artificielle, d'Internet des objets, d'edge computing, de 5G. Tout ça, ça fait des navires truffés de capteurs qui sont capables de récolter et de transmettre des données sur l'état du bateau, sur les conditions météo, etc., en temps réel. Le monde de l'Internet des objets, donc l'IoT, ouvre la voie aux navires intelligents, voire super intelligents. Et d'ailleurs, demain, le capitaine de navire sera peut-être une intelligence artificielle. Et oui, j'avais envie de vous présenter le Mayflower d'IBM, qui est une expérimentation menée donc, par le géant de l'informatique. Il s'agit d'un navire autonome qui est piloté par une intelligence artificielle capable de prendre des décisions de navigation toute seule à partir des données recueillies et analysées en temps réel. Alors, dit comme ça, on ne se rend pas bien compte. Aussi, je vous propose de regarder une petite vidéo de démonstration. Mayflower autonomous vessel is en route to waypoint 83. New radar contacts detected. Power AI vision and AIS systems active. Warning. Hazard detected. All stations, this is CS Mariner on channel 16. There is a hazard to navigation from lost shipping containers. Course change required. Routes available to the northwest and south. Strong winds present from the southwest. New heading bearing 296 selected. This is the AI captain of the Mayflower autonomous ship. I am changing course, 60 degrees to starboard. Beginning course change.
Voilà, juste par curiosité, qui ici accepterait d'embarquer sur un bateau autonome piloté par une IA? Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à tenter? Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Certains, oui, quand même. Ah bah, je vois qu'il y a beaucoup d'aventuriers, effectivement. Et hop, attendez, excusez-moi. Voilà. L'autonomie des véhicules ne concerne pas effectivement que les voitures, ça concerne aussi les bateaux et qui sait, demain, on naviguera peut-être sans avoir besoin en fait de savoir naviguer, tout simplement. Demain d'ailleurs, les experts prophétisent qu'on s'appuiera de plus en plus sur les intelligences artificielles pour nous aider évidemment à naviguer, des intelligences artificielles qui auront des sens encore plus développés grâce à la reconnaissance d'images, à ce qu'on appelle la computer vision, la reconnaissance audio. L'avenir appartient véritablement aux IA dotées de multiples sens. Et ces IA, en fait, acquerront une meilleure compréhension du monde. Elles pourront croiser les données, elles pourront prendre des décisions, elles pourront elles atteindront a priori un niveau en fait d'autonomie qui permettra d'être également beaucoup plus flexibles dans leurs décisions. Donc, ça annonce une véritable révolution du transport autonome qui concerne aussi bien le transport de marchandises que le transport de personnes, que les voies maritimes, que les voies terrestres, que les voies ferroviaires. Ça, je vous avais mis voilà, des petits. Si vous regardez donc sur la slide sur les nouvelles aides au pilotage avec les. Je vous ai mis en fait des petites images de computer vision pour vous montrer un petit peu comment voit un ordinateur et comment sont séquencées justement les choses. Toujours intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il n'y a pas que les petits capteurs qui vont révolutionner la navigation. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hyper accurate positioning, ou on pourrait appeler ça le règne de la position extrême, de la précision extrême. On connaît tous le GPS, on l'utilise tous les jours, il existe depuis pas mal d'années maintenant. Mais alors qu'aujourd'hui, le GPS est précis entre environ 5 et 10 mètres, les nouvelles technologies de positionnement hyper précis ont des précisions qui vont de quelques centimètres, voire quelques millimètres. Cela ouvre évidemment des possibilités incroyables. On pourrait par exemple avoir des avertissements extrêmement précis en cas de glissement de terrain. On pourrait également développer fortement les voitures autonomes, évidemment, développer des robots de livraison. Donc voilà, cette hyper accurate positioning qui est en train de se développer permettrait vraiment d'avoir une navigation aussi, quand on a un navire, beaucoup plus fine. Le système de navigation d'ailleurs Beidou en Chine, qui a été achevé là, en mois de juin dernier, en juin 2020, participe à l'essor de cette nouvelle techno. Il fournit une précision de positionnement de 1,5 à 2 mètres. Donc c'est mieux que les systèmes actuels. Et en utilisant l'augmentation au sol, il peut même atteindre une précision millimétrique. Pendant ce temps, on ne va pas non plus abandonner le bon vieux GPS. Donc le GPS qui existe depuis les années 90, lui, va faire l'objet d'une mise à niveau. Il y a 4 nouveaux satellites pour GPS 3 qui ont été lancés en novembre. Il y en a d'autres qui sont attendus en orbite d'ici 2023. Et on sait à quel point la navigation est précieuse, la précision est précieuse en navigation et dans tous les modes de transport. Donc, il devrait y avoir encore une révolution sur ce point-là. En matière de réalité augmentée maintenant, il y a une autre avancée technologique dont on parle beaucoup, de plus en plus, notamment dans l'industrie, c'est la réalité augmentée ou la réalité mixte. Elle est beaucoup utilisée en industrie pour la fabrication, le développement de nouveaux services, mais aussi, sachez-le, dans les blocs opératoires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un événement qui s'est tenu en février, fin janvier, début février. C'était avec Microsoft, c'était les 24 heures holographiques de chirurgie holographique. Et en fait, on avait une opération qui se déroulait à Paris. Les médecins étaient équipés de lunettes HoloLens. Et grâce à ces lunettes, ils pouvaient avoir en temps réel des données, que ce soit sur le patient, sur l'opération, mais aussi avoir un soutien, une assistance en fait, auprès de pairs, de confrères qui étaient basés à l'étranger. Donc ça signifie que la réalité augmentée en fait ouvre tout un champ pour apporter l'expertise à l'endroit où la personne n'est pas forcément physiquement.
Donc, on l'a vu, la réalité mixte permet d'apporter une assistance numérique. Alors, Henkel le fait également. Henkel s'appuie sur cette technologie pour mettre en relation des opérateurs sur site qui viennent chez les gens dépanner et avec des experts qui vont pouvoir les guider à distance. La réalité mixte permet également de former des équipes dans un environnement virtuel. Alors là, c'est Sanofi qui s'est associé à Jungle VR pour en fait former ces opérateurs avant même que leur nouvelle usine soit construite. Ça, c'était en 2018, oui. Donc, l'usine Sanofi n'était pas encore construite. Et en fait, au lieu d'attendre que l'usine sorte de terre et on commence à l'investir et on commence à former les personnes in situ, elle s'appuie sur cette technologie pour que les opérateurs en fait commencent à déjà connaître un peu l'usine. Jungle VR avait réalisé une sorte de jumeau virtuel de cette usine, un univers virtuel un petit peu comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme ça, en fait, les opérateurs se formaient déjà aux gestes techniques. Il faut savoir que Sanofi, donc c'est un laboratoire pharmaceutique. Il y a des gestes techniques très précis à avoir. Il y a des règles aussi de sécurité dans la manière de s'équiper, très précises. Et du coup, ça a permis de former les équipes vraiment très en amont, ce qui fait que lorsque l'usine sortira de terre, ils seront totalement opérationnels très vite. Et il y a quelques mois également, le groupe Volvo, alors ça avait commencé avec Renault Trucks, mais bon, le groupe Volvo a institutionnalisé l'usage de lunettes de réalité mixte, HoloLens également, pour effectuer des contrôles qualité moteur. Donc, beaucoup d'applications très variées. Et sur l'eau, on pourrait, pourquoi pas, imaginer une assistance à distance également pour guider les plaisanciers en cas de panne ou d'opérations simples de maintenance. Je n'ai pas encore vu ça, mais je ne doute pas que ça pourrait arriver très, très vite. Et en matière d'innovation technologique, il y a un laboratoire, lorsqu'on s'intéresse beaucoup au secteur nautique, qui est le Vendée Globe, évidemment. C'est le laboratoire des innovations, avec des bateaux toujours plus connectés, intelligents, sécurisés, évidemment. Là aussi, ce sont de véritables ordinateurs flottants et l'édition 2020 n'a pas dérogé à la règle. On a notamment vu un petit robot qui s'appelle Oscar, qui était équipé de caméras disposées sur tous les navires. Et l'objectif de cette vigie 2.0, c'était de repérer les objets à la surface de l'eau pour éviter les collisions. Donc vraiment une visée de sécurité. Il y a également des bateaux qui ont été équipés de capteurs à fibre optique. Alors ça, c'est une technologie qui a été empruntée à l'aéronautique. Il y a une société qui s'appelle NKE Marine Electronics qui le propose. Et donc, ces capteurs étaient disposés le long de la coque et du mât. C'est des petits détecteurs très résistants, très légers, qui pouvaient informer en temps réel le skipper sur les forces et les déformations subies par le bateau. Donc pareil, ça permet vraiment d'être en prise en temps réel. Et cette notion de temps réel, elle est essentielle. En plus, quand on fait une course comme ça, le Vendée Globe, on est en autonomie et seul. Mais ça permet aussi pour les bateaux de demain de savoir véritablement où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il vaut mieux rentrer au port. On peut aussi imaginer de la maintenance prédictive, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup d'industries. Les capteurs sont capables en fait de prévoir quand telle pièce va s'user, quand telle pièce devrait être changée, etc. Donc tout ça, pourquoi faire? Tout ça pour nous amener vers un monde de plus en plus inclusif, finalement, un peu plus accessible, avec une logique qui est que tout le monde peut piloter. Alors, l'assistance, c'est une tendance forte déjà dans le secteur des transports. On a vu, il y a du guidage, de la localisation, de l'aide au parking, voire une automatisation de certaines tâches. De nouveaux outils et services se développent également pour faciliter la navigation, même pour un public moins expérimenté. Là, je vous ai mis quelques exemples que vous devez connaître. C'est Beneteau, en fait, qui fait tout ça, avec cette idée qu'effectivement, il faut s'adapter à un nouveau public, à une nouvelle clientèle qui a fortement évolué ces dernières années, qui est de plus en plus diversifiée et qui n'est pas nécessairement experte des navires. Donc, on va l'aider un petit peu avec que ce soit le ship control, le dock and go pour l'aide au parking pour sortir du port et le système AST aussi qui a été développé avec leur partenaire Arken pour vraiment en fait faire de la navigation
un hobby de plus en plus accessible. Et j'ai envie également de vous parler de Mars, parce que finalement, tout ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas un petit peu grâce à Mars? On a beaucoup parlé de Mars ces derniers mois. Je voulais vous présenter quelques exemples concrets d'avancées technologiques qui sont directement issues de l'exploration de Mars. Donc, on a eu la conception d'éoliennes à faible besoin en maintenance. On a eu la navigation autonome, des matériaux de suture haute performance, des technologies aussi pour détecter les fuites de gaz ou encore une méthode de récupération du dioxyde de carbone émis par la fermentation du houblon pour l'injecter directement dans la bière. Donc, on voit bien que toutes les avancées technologiques que l'on a aujourd'hui viennent de très très loin, c'est-à-dire que souvent ça rejoint l'aérospatial, ça vient directement de l'aérospatial et après c'est leur déclinaison en fait vers un public toujours plus large. Maintenant, on va parler des nouveaux designs parce qu'il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps également. Donc, dans les nouveaux designs, on voit des ponts qui sont réorganisés avec des zones qui sont mieux séparées. Je vous ai mis cette citation de Damien Jacob, qui est donc le directeur marketing voile du groupe Bento. Donc, ils ont fait un petit événement en décembre pour expliquer, présenter un petit peu leurs nouveautés. Et eux, ce qu'ils constatent, cet expert, ce qu'il constate, c'est qu'on a arrêté d'avoir des espaces mixtes entre la vie et la manœuvre. Maintenant, donc, on a mis tous les winches, tout l'espace de navigation dans un lieu dédié. Donc, souvent, c'est à l'arrière du navire. Et des espaces de relaxation plus en avant. Donc, il y a une véritable tendance qui est à la simplification du pont. Le pont se rationalise, il se réorganise, c'est de manière très rationnelle. À l'avant, en fait, l'espace relaxation et bien-être. Et à l'arrière, le poste de pilotage et les manœuvres. Ça a un impact, évidemment, tout ça. Ça part de véritables besoins clients, mais ça a un impact aussi sur le design et sur la manière de concevoir les carènes. Donc, sur les designs, on attend toujours plus d'espace à vivre. Donc, la tendance est au bateau plus long, avec plus d'aménagement intérieur et extérieur, des cabines plus volumineuses également. Donc là, je vous ai mis des exemples, en fait, partagés par l'architecte Finocon. On voit bien qu'il s'agit d'avoir des espaces beaucoup plus conséquents sans forcément trop grandir la carène du bateau. Donc là, il y a deux modèles. Il y a donc le Pago 44 et le 46.1 de Beneteau qui conserve la carène du 51.1. Évidemment, pour répondre à cette demande de bateaux plus grands, il faut s'appuyer sur une technologie qui s'appelle la CFD, donc la Computation Fluid Dynamics. Et en fait, ça permet, grâce à une modélisation, en fait, d'anticiper le comportement du bateau, voir un petit peu l'espace les grands volumes d'eau en fait qui va déplacer autour de lui, avec quel impact, comment ça joue sur son équilibre, etc. Donc c'est une technologie qui n'est pas toute nouvelle, mais sur lesquelles on s'appuie de plus en plus. C'est également une technologie qu'on utilise en Formule 1, par exemple. Et donc, pour finir ce chapitre sur toutes les innovations que l'on voit actuellement autour de la navigation et du nautisme, je voulais vous parler des nouveaux matériaux, parce qu'il y a beaucoup de choses également qui sont directement utilisées par les navigateurs ou pas. Alors, je vous ai fait un petit point des dernières, là ça date vraiment des tout derniers mois, des nouveaux matériaux innovants. On a vu beaucoup de choses. Il y a eu du cuir qui a été fait en champignons, donc plus respectueux de l'environnement, biodégradable. C'est un simili-cuir de champignons qui se veut une alternative écologique et éthique également au cuir animal. Donc ça, pareil, c'est encore au stade de la recherche et développement, ça n'a pas encore d'application. Il y a une autre innovation, c'est un matériau caméléon qui est capable de changer de couleur. C'est-à-dire que là, le petit caméléon que vous voyez à côté, il a été dessiné avec une seule encre à imprimante 3D. Sauf que les chercheurs ont réussi à synthétiser ce matériau qui est capable de changer de couleur et qui imite les capacités naturelles des cellules de peau de caméléon.
Donc, ça permet en fait d'imaginer plein d'applications aussi sur des revêtements avec comment dire, une seule peinture ou ouais, voilà, une seule matière, mais on pourrait imaginer des motifs variés, des couleurs variées aussi, donc ça pourrait être très, très intéressant. Également des nouvelles surfaces auto-réfrigérantes. Donc, c'est ce qu'on appelle les refroidisseurs radiatifs passifs qui gardent une température toujours inférieure à l'air ambiant. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'éviter la surchauffe de certains matériaux, de certaines zones aussi du navire, mais pas que le navire d'ailleurs, des avions également, des habitations aussi. Il y a aussi des surfaces auto-réparantes. Alors ça, ce sont des chercheurs britanniques qui ont mis au point deux procédés peuvent permettre aux routes et aux ponts endommagés de se réparer de manière un peu spontanée en comblant leurs fissures. Donc, soit grâce à une substance qui est proche du bitume, soit grâce à l'utilisation de bactéries. Et ici, en fait, je vous ai mis visuellement, j'espère que vous voyez bien le procédé qui agit en 28 jours. Donc, on voit bien au début la faille et 28 jours plus tard, en fait, elle se retrouve comblée par ces petites capsules en fait qui, en se craquant, libèrent une substance proche du bitume. Et enfin, il y a une dernière innovation qui pourrait être très intéressante également, c'est un métal liquide qui est capable de flotter sur l'eau. Ça, ce sont des chimistes chinois qui ont fabriqué un alliage liquide à température ambiante d'ailleurs. Et c'est un matériau qui est aussi léger que l'eau et qui pourrait servir des domaines de la robotique souple, par exemple, mais aussi permettre de créer des exosquelettes plus légers. Et éventuellement, pour la navigation, on pourrait envisager des coques ou des choses un petit peu utiles pour la navigation également. Donc ça, ce sont vraiment les toutes dernières innovations innovantes au sens large. Maintenant, on va resserrer un petit peu et parler des matériaux plus écologiques. Alors, parce qu'évidemment, le secteur nautique n'échappe pas aux enjeux de recyclabilité. Donc, j'aimerais vous présenter ces dernières innovations, notamment celle qui a été présentée par Sébastien Destremaux lors du Vendée Globe. C'est une casquette de protection en carton. Alors, a priori, carton et eau, ça ne fait pas vraiment bon ménage, mais il a réussi à enduire en fait cette casquette en carton avec une résine sans solvant, parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir des matériaux durables et sans impact écologique. Mais donc c'est possible. Avec un autre atout pour le carton, c'est qu'il est très, très léger, ce qui est toujours très intéressant pour un bateau, évidemment. Il y a aussi une autre innovation que j'aime bien, ce sont des briques à base de crustacés. En fait, on doit ça à Rebecca Fézard et Elodie Michaud. Ce sont des designeuses spécialisées en surface, matière et textile. Et elles ont eu l'idée de créer des briques à base de coquilles d'huîtres, de moules, de Saint-Jacques, etc., qu'elles ont récupérées auprès de restaurateurs. Elles les ont broyées, c'est devenu une poudre très fine, et ensuite elles l'ont liée avec un liant naturel à base d'algues. Du coup, elles ont réussi à créer des petites briques comme ça. Alors, ce ne sont pas des briques suffisamment résistantes pour construire une habitation, évidemment, mais elles pourraient servir à des constructions éphémères, donc des décors de théâtre, des agencements de vitrines, etc. Pourquoi pas aussi sur un bateau. Pour revenir un peu plus près de la mer, le surf est une très bonne école également d'expérimentation en matériaux écolos. Ça fait partie de l'ADN du surfeur d'être en phase avec la nature et du coup, certains travaillent fortement à développer de nouveaux matériaux pour leurs planches, mais également pour les revêtements des planches. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc, il y a Yvon Tréguier, qui est un surfeur et un soudeur dans l'industrie nautique, qui a conçu des ailerons en alu anonisé, qui est une alternative au plastique et aux matériaux composites. Il a travaillé avec Robin Gauffinet, qui lui travaille à développer des planches à base de chanvre ou recouvert de liège, qui est par ailleurs un excellent antidérapant. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se sortir de ces matériaux ou plastiques ou composites qui peuvent avoir un impact sur la faune et la flore. D'ailleurs, si on s'intéresse fortement à cette thématique, le surf, certains chercheurs, certains, comment dire, pas chercheurs, mais
Les personnes qui développent, qui travaillent dans l'industrie du surf ont déjà réfléchi à des planches en fibre de lin, en fibre de chanvre, de basalte, mais aussi des chapes sans mousse, des chapes en bois par exemple, en aluminium. Donc voilà, on voit que c'est vraiment l'écologie et les nouvelles technologies sont vraiment les deux grands leviers de transformation du secteur nautique. Et pour finir, j'avais envie de vous présenter Redman. Alors Redman, c'est un prototype dans un classe 40 qui a été présenté il y a quelques mois aussi. Et c'est un prototype en matériaux durables. C'est le bateau d'Antoine Carpentier, qui était skipper. Et ce bateau a été mis en l'eau en septembre à la Trinité-sur-Mer. Et donc, il expliquait qu'il avait voulu utiliser du lin pour remplacer la fibre de verre et puis des résines biosourcées, parce que l'objectif, c'est vraiment de limiter au maximum l'impact du navire sur la faune et la flore et sur essayer d'avoir des matières en fait les plus respectueuses possibles. Donc on voit bien que réduire l'impact écologique, mais sans rogner sur la performance et la sécurité évidemment, a priori, voilà le grand enjeu de la navigation de demain. Et maintenant, je voulais vous remercier, savoir s'il y avait des questions. Alors. Merci beaucoup, Sandrine, c'était passionnant. Oui, moi j'en ai une. Oui. J'ai une question. Je voulais savoir si votre PowerPoint il sera disponible ensuite parce que c'était très intéressant, mais j'ai pas pu tout noter en même temps. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir accès à vos slides ou pas du tout? Alors ça, je me tourne vers Sébastien. Sandrine, avec votre autorisation, on peut les partager tout de suite dans le chat public. Dans le chat public? Oui. Ah, oui, bien sûr, oui. On va vous envoyer le document PDF dans une minute. Merci beaucoup. De rien, écoutez, je suis ravie. Vous verrez en fait à chaque fois, donc il y a les slides qui présentent. Regardez bien les notes aussi parce que l'idée c'est de sourcer toutes mes trouvailles. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, là évidemment c'est un aperçu, ça va toujours un peu vite, les grandes tendances comme ça, mais vous aurez en tout cas les liens pour en savoir plus, pour aller plus loin évidemment. Oui, je voulais préciser qu'au-delà de ça, la séquence sera diffusée sur la chaîne YouTube de la FIN, donc vous pouvez la regarder autant de fois que vous le souhaitez. D'avoir le slide, c'est bien aussi. Et en tout cas, un grand merci. Et je regarderai sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Bien sûr, merci. Il y a encore quelques questions dans le public, Sandrine. Je crois qu'il y a Guillaume. Oui, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Guillaume, on t'écoute. Je suis désolée, je ne vous entends pas. Il faut que tu actives ton micro, Guillaume, en bas à gauche. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas bon, on recueillera sa question. Sinon, peut-être dans le chat public, peut-être que vous pouvez nous écrire. Ou sinon le chat, oui. Alors, en tout cas, si vous souhaitez effectivement avoir accès à la présentation, moi, Sébastien, avec grand plaisir, au contraire. Bien sûr, on va la mettre à disposition des gens qui sont ici. Je viens de la partager. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Sandrine, c'était une excellente présentation. Vous nous avez tenu en haleine pendant ces 45 minutes avec beaucoup de sujets, mais on va dire une capacité à les rendre accessibles, compréhensibles et en comprendre la substance qui est assez remarquable. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour cela. Et, merci. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, c'était très bien, merci à vous. On va attendre quelques instants. La prochaine séquence sera la remise des prix du concours d'innovation et ça commencera à 17h. Donc, on va vous laisser quelques instants. Et merci encore, Sandrine. Merci à vous tous. Merci. Merci, Sébastien.